Bonjour, nouvelle émission Historytelling des détricoteuses. Alors, la dernière fois, on vous avait parlé du bon roi Saint-Louis. Eh bien, aujourd'hui, on va s'arrêter sur un autre grand homme, comme dit le roman national, une femme, Jeanne d'Arc. Alors, Jeanne d'Arc, on en parle assez souvent, la dernière fois qu'on en a parlé, c'était en avril dernier, 2018. Le choix d'une jeune fille de 17 ans, métisse, Mathilde Hédé-Gamassou, pour incarner la Jeanne d'Arc aux fêtes joanniques d'Orléans, a déclenché un torrent de haine raciste sur les réseaux sociaux. Il faut dire que l'extrême droite tend à mettre son OPA sur Jeanne d'Arc, c'est d'ailleurs au pied de sa statue qu'elle défile traditionnellement les 1er mai. Philippe de Villiers, lui, a fait des pieds et des mains, on peut le dire, pour récupérer ce qu'il dit être l'anneau de Jeanne d'Arc, qu'il a installé au terme d'une cérémonie haute en costume, comme vous le voyez sur ces images, dans son parc d'attractions. Oui, et puis alors la droite, régulièrement, nous fait ces grandes lamentations sur « il n'y a plus Jeanne d'Arc dans les programmes scolaires »,« on a supprimé Jeanne d'Arc »,« on a supprimé Napoléon », etc. Ce qui évidemment est totalement faux, vu que Jeanne d'Arc est encore dans les programmes scolaires. Voilà, donc, et désolé pour ce jeu de mots, mais la question de Jeanne d'Arc est un peu brûlante. Alors, on va essayer d'y voir un peu plus clair sur ce personnage. Alors, on va peut-être commencer par évacuer le grand n'importe quoi qu'on a pu dire et lire sur Jeanne d'Arc, de son vivant, mais jusqu'à aujourd'hui. Oui, alors des mythes absolument incroyables. On en a fait la fille bâtarde du duc d'Orléans et d'Isabeau de Bavière, qui était la femme de Charles VI. On a dit qu'elle avait survécu, qu'elle était revenue. Ça arrive souvent au Moyen-Âge, ces grands retours de survivants. Bon, ben voilà, tout ça, c'est complètement faux. Ça a été démontré par les historiens. Et l'anneau, alors ? Ben, l'anneau, désolé pour Philippe de Villiers, mais vraisemblablement, les historiens sont aussi d'accord pour dire que c'est certainement un faux. Oui, puis l'avantage pour les historiens, c'est qu'il y a beaucoup de sources sur Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est sans doute, c'est même la femme la plus documentée du Moyen-Âge. Sources judiciaires avec ses 2 procès, nombre de chroniques, de récits, de lettres. Donc on sait beaucoup de choses sur Jeanne d'Arc et en confrontant ces sources, on peut un tout petit peu expliquer ce qui s'est passé. Alors, il faut d'abord poser le contexte, sinon on ne comprend pas Jeanne d'Arc. En ce début de XVe siècle, le royaume de France est au plus mal, disons-le. En fait, pour faire vite, la France est affaiblie d'abord parce que le roi Charles VI a sombré dans la folie, laissant donc les coups des franches aux conflits internes qui divisent complètement son conseil. En gros, entre d'un côté les Bourguignons et de l'autre les Armagnacs qui soutiennent le duc d'Orléans. Le contexte est aussi fragilisé par de nombreuses révoltes fiscales que instrumentalisent d'ailleurs les grands dans leurs conflits. Les Bourgognes, par exemple, profitent d'une révolte fiscale à Paris pour prendre possession de la ville. Dans ce contexte de fragilité, le roi d'Angleterre saisit l'occasion pour réouvrir les hostilités qu'il a avec le royaume de France et relancer la guerre de 100 ans. Qui plus est, 1415, il écrase les armées françaises à Azincourt, une victoire très importante et symbolique parce qu'on dit que la Providence est du côté du roi. Et les Anglais continuent les conquêtes, prennent la Normandie et bientôt tout le nord de la France. Alors en 1420, on arrive à une situation qui pourrait amener la paix avec le traité de Troyes. Le problème, c'est que ce traité de Troyes, qui marie la fille du roi fou avec le roi d'Angleterre, a comme conséquence qu'à la mort de Charles VI, eh bien, normalement, la couronne de France devrait revenir à l'Angleterre. Donc, vous comprenez, en 1429, finalement, celui qui s'est autoproclamé roi de France, donc le fils de Charles VI, Charles VII, il est dans une situation super fragile. Il n'a pas de légitimité solide, il a un royaume exsangue, on le voit sur cette carte, ce que possède et domine le roi de France est très faible. Qui plus est, les Bourguignons l'ont trahi, ont rejoint les Anglais, la population est découragée, la guerre civile fait rage, et si on applique le traité de 1420, il n'y a même plus de royaume de France. Voilà. Et c'est dans ce contexte qu'arrive Jeanne d'Arc. Alors, dès l'époque, on l'a décrite comme une bergère très pauvre qui garde ses moutons et qui entend des voix, etc. Là, c'est pareil, les historiens sont revenus là-dessus. Jeanne d'Arc, c'est une fille de riches propriétaires terriens, c'est une fille de laboureurs, et toutes ces légendes in situ, pour la décrire autrement, c'est des légendes qui visaient un petit peu à appuyer son épopée en la faisant passer un peu pour une figure religieuse, celle de la bonne... La bergère, oui, voilà. Alors, c'est intéressant de voir où elle naît. Elle naît donc
en Lorraine, dans le village que l'on connaît de Domrémy. On le voit aussi sur cette carte pour les situer. Donc c'est une région qui est intéressante parce qu'elle est donc complètement aux marges du royaume, mais c'est une région frontalière, une région d'échange, une région où les nouvelles arrivent. C'est pour ça qu'elle sait très bien ce qui s'y passe. Et une région qui est au cœur des conflits parce que c'est un espace dominé par les Bourguignons, mais tout autour de Domrémy, c'est un espace qui est dans les mains d'un seigneur qui est plutôt favorable aux dauphins et aux Armagnacs. Alors, Jeanne, on ne sait pas très bien à quoi elle ressemble. Bon, elle était brune. Il y a des sources dans un tailleur qui dit qu'elle devait faire 1m60. Mais bon, on n'en sait pas trop plus. On n'a aucun portrait de son vivant et de son visu. Donc, on a pu lui donner tout un tas d'images différentes. Voilà, dont une assez savoureuse qui est reprise dans la Ballade nationale dont on parlait dans notre premier coin lecture, où, lors du procès, un témoin décrit ses beaux seins. Voilà. Et dans la Ballade nationale, c'est Michelet qui n'arrête pas de regarder les seins de Jeanne d'Arc. Les seins de Jeanne d'Arc. Bon, donc, elle est convaincue d'être chargée par des voies divines de libérer le royaume et surtout de faire sacrer le roi. Au tout début, elle n'est pas vraiment crue, mais en fait, elle finit assez vite par obtenir audience d'un seigneur local, qui la fait ensuite accompagner auprès du roi, qui la reçoit de façon privée, pas l'image de la cérémonie où elle le reconnaît au milieu des nobles parce qu'il est déguisé fausse, et il l'envoie au siège d'Orléans, portant bannière et à la tête d'un convoi de ravitaillement. Alors, ça peut paraître bizarre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Moyen-Âge, dans ce Moyen-Âge finissant, c'était pas du tout surprenant que des rois, des seigneurs croient à des prophéties, des prophètes ou des prophétesses. Bien au contraire, on sait que dans toutes les cours seigneuriales, royales, il y avait des prophètes et des prophétesses qu'on croyait en général à leurs prophéties. Et souvent, le profil correspond d'ailleurs à celui de Jeanne d'Arc. C'est toujours des individus finalement assez en marge, soit très jeunes, soit vieux, souvent des femmes, et qui viennent des marges des royaumes ou des territoires. Et qui plus est, on examine le cas, Jeanne d'Arc, on examine sa foi et sa virginité avant de l'envoyer à Orléans. Et par ailleurs, juste avant qu'elle n'arrive et qu'elle rencontre le roi, il y avait une prophétie qui disait qu'une pucelle venue des marges du royaume allait sauver le roi. Donc elle tombe à pic, elle correspond à la prophétie. Elle part donc, vêtue d'habits d'homme, les cheveux coupés au bol, ce qui, alors quand elle part, ne choque pas particulièrement. Là aussi, il faut replacer dans le contexte. Le Moyen-Âge, on le peint souvent sous des traits très sombres, etc. Mais en fait, c'est une période où des femmes pouvaient, de façon exceptionnelle, mais ça arrivait, endosser un pouvoir de nature politique, religieux ou militaire, sans que ça choque particulièrement. Voilà, alors tout ça, non pas pour nier le caractère exceptionnel de la trajectoire de Jeanne d'Arc, mais pour l'inscrire aussi dans son historicité, pour montrer à la fois ce qu'il y a d'ordinaire, de non étonnant, et puis malgré tout d'extraordinaire dans cette épopée. Donc, elle arrive à Orléans et là, sa foi, son charisme indéniable ne convainc pas vraiment les chefs de guerre, mais en revanche galvanise soldats et population, insufflant un enthousiasme qui va conduire finalement à la levée du siège d'Orléans par les Anglais. C'est une victoire très importante pour la France et symbolique, c'est la première après une série de défaites. Elle persuade ensuite le roi de se faire sacrer à Reims, ce qu'il ne voulait pas faire parce que Reims était en pleine région bourguignonne. Mais elle arrive à le convaincre, il traverse, il arrive à Reims, se fait sacrer le 17 juillet 1429 avec l'huile de la Sainte-Ampoule, il touche les écrouelles, enfin on a tout. Et donc c'est un moment très fort parce que cela confère à Charles VII la légitimité qui lui faisait défaut. En d'autres termes, le traité de Troyes est enterré. Alors les Anglais vont essayer de réagir en faisant eux aussi sacrer leur roi de France, d'une certaine façon, le jeune Henri VI, mais c'est à Notre-Dame, c'est pas le bon évêque, c'est pas la bonne huile, donc c'est peine perdue, ça fonctionne pas. Jeanne va ensuite repartir au combat, mais elle échoue au bout du compte. Après, elle accumule plutôt les défaites. En dépit de son courage indéniable au combat et de certaines qualités militaires, se fait capturer en 1430 par les Bourguignons à Compiègne, livrée aux Anglais qui décident de la juger à Rouen. Le procès de Jeanne d'Arc, qui est très connu et très documenté puisqu'on a les sources, est long, de février à mai. Il est difficile, même si Jeanne d'Arc n'a pas été soumise à la question, ça veut dire à la torture, mené par des clercs, dont de toute façon le parti pris est de prouver qu'elle est coupable. Elle répond avec une intelligence indéfectible sur toute la durée du procès. Alors au début, on tente de l'accuser de sorcellerie. Les Anglais ont intérêt à en faire une sorcière pour délégitimer le roi, il faut que ce soit une sorcière. Mais ça marche pas, elle répond trop bien aux questions et donc elle sera finalement accusée
accusée d'apostasie, d'hérésie et d'errance dans la foi. Et c'est pour ces chefs d'inculpation qu'elle est condamnée au bûcher, brûlée 3 fois, tellement les Anglais voulaient faire disparaître la jeune fille. Dans la foulée, Charles VII, qui s'est assez désintéressé de ce qui arrivait à Jeanne d'Arc à Rouen, lui mène une politique qui va le conduire à finalement récupérer le royaume de France et bouter les Anglais hors de France, en menant des batailles efficaces et puis surtout en se rabibochant avec les Bourguignons. Une fois que tout ça est fait et qu'il a repris son royaume, il a aussi développé l'impôt, etc. Enfin, c'est lui qui installe le royaume de France. Il organise un procès en nullité du procès de Rouen. Il doit le faire. Il ne peut pas dire qu'il tient son sacre d'une hérétique. Donc, il lance ce procès en réhabilitation qui réhabilite donc Jeanne d'Arc en 1456. Dans le contexte qu'on a posé, vous pouvez très bien comprendre que de son vivant, Jeanne ait été immédiatement instrumentalisée par tous les camps. Les partisans de Charles VII, les Armagnacs, se devaient de la présenter comme une bonne bergère, pucelle, envoyée de Dieu. Et à l'inverse, les Anglais et les Bourguignons l'ont peint comme une vachère contre la bergère, putain, évidemment contre la pucelle, et sorcière, envoyée non pas de Dieu, mais du diable. Donc ça, c'est les images qui existent de son vivant. Au XIXe siècle, on retrouve ces instrumentalisations. C'est pas surprenant, le XIXe siècle est un siècle qui aime à se saisir de l'histoire pour son instrumentalisation politique. Donc d'un côté, on a les républicains qui la brossent en filles du peuple, rebelles, sauvant la nation. Mais la nation, à cette époque, est plutôt une idée à gauche. Abandonné par le roi, trahi par les nobles, jugé et brûlé par l'Église, ce qui lui permet d'ailleurs d'être récupéré par les anticléricaux. Et en face, les monarchistes la célèbrent, eux, en gentille bergère, au service du roi et martyr de sa foi. Voilà, et puis évidemment, ce qui fait comme souvent la synthèse, c'est les manuels d'histoire de la Troisième République. Alors là, je vous ai apporté un petit lavis du cours moyen, et juste quelques lignes pour que vous voyez un petit peu dans quel esprit on se situe. Vous avez la petite vignette, comme d'habitude, il y a toujours une petite vignette dans ces manuels, et il est écrit « Dans aucun pays, on ne trouve une aussi belle histoire que celle de Jeanne d'Arc. Tous les Français doivent aimer et vénérer le souvenir de cette jeune fille qui aima tant la France et qui mourut pour nous. » On a vu que c'est plus compliqué, elle n'est pas exactement morte pour la France. Bon, elle est canonisée tardivement, puisque la canonisation date de 1920, ce qui achève de la faire glisser à droite, d'autant plus qu'au même moment, l'idée de nation, pour faire vite, passe un peu, elle aussi, de gauche à droite, et donc c'est le moment où l'extrême droite nationaliste la récupère au tournant des 2 siècles, et se refuse depuis à la lâcher, quand bien même parfois la gauche, et même l'extrême gauche, continuer à essayer de la récupérer. Oui, on peut parler du livre de Ben Saïd, Daniel Ben Saïd, donc ce livre qui s'appelle « Jeanne de guerre lasse », avec le bandeau que vous pouvez voir là à l'image où il dit « Ne me laissez pas à l'extrême droite ». Alors ce livre, il est intéressant, c'est un dialogue intérieur avec Jeanne d'Arc. Effectivement, ça peut étonner parce que voilà, c'est la Ligue communiste révolutionnaire et c'est Ben Saïd qui entre en dialogue avec une héroïne de l'histoire de France qui à cette époque est vraiment confisquée par l'extrême droite. Mais pourquoi est-ce qu'il le fait? Il explique qu'il en fait une figure de la résistance universelle. Alors il reprend un peu à son compte aussi cette mythologie de la pauvre bergère, ça là-dessus il a tort, mais il veut aussi montrer, dit-il, qu'elle a rejoint la grande cohorte des humiliés, les sorcières, les femmes, etc. Donc il en fait en fait une histoire de la domination, une histoire de la révolte, et Ben Saïd l'a fait entrer dans ce qu'il appelle, c'est une très belle formule, la grande fraternité des vaincus. Oui, et puis nous, ça nous va bien de faire rentrer Jeanne d'Arc dans l'universalité de la résistance. Bien, merci et à bientôt pour une prochaine émission d'Historytelling où nous continuerons à détricoter le roman national.